Le gouvernement fédéral veut intégrer le droit au logement dans la Charte canadienne des droits et libertés avant les prochaines élections en 2019. Ce droit est incorporé dans la législation de plusieurs autres pays et Colin Côté-Paulette s'est justement demandé comment ça se passe dans ces pays qui ont adopté cette mesure. Depuis le désengagement du gouvernement fédéral dans le financement des logements abordables au début des années 90, la crise du logement s'est accentuée au Canada. Chaque année, environ 235 000 Canadiens se retrouvent sans domicile pendant un certain temps, d'après l'ONU. Et le Canada est le seul pays du G7 qui ne reconnaît pas le droit au logement, situation à laquelle Ottawa veut remédier. Nous, on s'est engagé à mettre dans la loi le droit au logement. Parce qu'on sait que c'est une des bonnes façons de garantir que ces investissements-là du gouvernement canadien vont être soutenus à long terme. Mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? En France, le droit au logement est reconnu depuis 1982 et la plus récente loi Dallot permet aux gens lésés de s'adresser aux tribunaux pour obtenir un logement de l'État. Si un juge leur donne raison et qu'ils sont jugés prioritaires, l'État doit reloger le ménage en moins de 6 mois. Mais plusieurs rapports du Sénat français indiquent que le système est loin d'être parfait. Il s'agit d'un contentieux sans espoir. C'est-à-dire que les gens font leur recours, ils dépensent des mois et des mois et ils n'ont pas plus de logement. En Finlande, le droit au logement n'est pas inscrit explicitement dans la Constitution. Mais depuis 10 ans, c'est un des seuls pays d'Europe où l'itinérance est en diminution. La stratégie Logement d'abord, lancée en 2008, a permis de transformer des centaines de refuges pour sans-abri et des appartements en logements abordables. L'objectif est de transformer les abris temporaires en logements permanents. La capitale finlandaise, Helsinki, par exemple, est passée de 600 à un seul refuge pour sans-abri et les autorités publiques ne voient pas l'intérêt d'en ajouter. D'autres territoires européens tentent l'expérience, comme la France et l'Écosse. Le logement d'abord, le Housing First, c'est un outil qu'on peut utiliser vraiment parce que ça aide les gens qui sont les plus fragilisés, qui sont les plus éloignés du marché du logement. Et là, on a enfin une approche qui marche pour ces gens-là. Le gouvernement fédéral a maintenant moins d'1 an pour remplir cette promesse électorale. Et plusieurs organismes, incluant l'ONU, pressent le Canada d'agir. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Hamilton. Pour discuter de l'accès au logement, je rejoins à Montréal Stéphane Corriveau, qui est président de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. Monsieur Corriveau, le gouvernement de Justin Trudeau affirme vouloir inclure le droit au logement dans la Charte canadienne des droits et libertés avant la fin de leur mandat. Quel impact réel l'inclusion du droit au logement pourrait avoir selon vous? Bien, le fait que le gouvernement canadien reconnaisse l'existence du droit au logement dans un cadre législatif, je doute qu'il le fasse dans le cadre de la Charte personnellement, mais qu'il adopte une loi, ça j'ai confiance, va corriger une situation qu'on a vécue pour les 25 dernières années. Aujourd'hui, on vit un phénomène d'itinérance de masse au Canada. Vous savez qu'il y a 235 000 personnes qui vont passer au moins une nuit sans avoir d'adresse, sans avoir de logement à eux. Ils vont dormir sous un toit, dans un refuge au cours de l'année. Et puis ça, c'est quelque chose qui est inédit et qui est incompréhensible dans une société où il y a autant de ressources et de moyens que la nôtre. Alors, ce que la loi ferait, c'est qu'elle contraindrait les gouvernements à prendre des mesures pour prévenir ça. On est rendu où on en est rendu parce que dans les 25 dernières années, là, depuis 2 ou 3 ans, les choses commencent à reprendre un peu de la bonne direction. Mais pendant 25 ans, le gouvernement canadien a négligé ses responsabilités à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on a fini par se retrouver dans des situations comme celle qu'on vit maintenant. Donc, la loi, oui, mais il faut aussi avoir un investissement pour avoir des logements abordables pour ces gens-là aussi. Absolument. Par exemple, au Canada, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 1 775 000 ménages, donc on parle au-delà de 3 millions de personnes, qui vivent dans des logements qui leur coûtent plus de 30 % puis même pour pratiquement 1 million d'entre eux, qui leur coûtent plus de 50 % de leurs revenus. Pendant des années, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 90, au Canada, grâce à l'aide du gouvernement canadien, qui était pas la somme, qui n'était pas le principal contributeur. Le principal contributeur, c'était les promoteurs communautaires puis les promoteurs de logement social. Mais quand même, sans l'aide du gouvernement canadien, on ne peut pas agir. Ces promoteurs-là développaient 30 000 unités de logement par année pour accueillir les populations défavorisées. On est tombé, à partir du milieu des années 90, à moins de 5 000, puis il y a même des années où ça a été en bas de 3 000 unités pour tout le Canada. Bien, pendant 25 ans, on a créé la crise qu'on vit maintenant. Et là, bien, si on ne recommence pas à faire des investissements majeurs, bien, cette crise-là, non seulement ne va pas se résorber, elle va aller en s'accroissant toujours. Le gouvernement canadien a fait une première étape en annonçant des engagements qui allaient permettre de construire jusqu'à 10 000 nouvelles unités par année.
10 000, c'est beaucoup mieux que 3 000, beaucoup mieux que 5 000, mais ça reste beaucoup moins que ce qu'on était capable de faire quand on avait une population de 20-22 millions de personnes, puis on avait un PIB qui était à peu près du quart, même moins du quart de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est incompréhensible qu'avec plus de population, avec plus de moyens, on n'arrive pas à répondre aux besoins. Puis là, bien évidemment, aujourd'hui, le problème est non seulement dû parce que pendant 1 an ou 2, on ne fait pas assez, c'est que pendant 25 ans, on n'a pratiquement rien fait. Alors là, on est dans une situation de crise qui a été provoquée par des mauvaises politiques gouvernementales. Justement, pour ce qui est de la crise à Toronto, bien la ville est aux prises depuis quelques années. Donc, avec cette crise d'itinérance, on parle d'investir 10 millions de dollars au cours de cet hiver pour aider 400 sans-abri. C'est quand même un peu plus de 200 dollars par personne par nuit. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de mesure? Bien, c'est un type de mesure qu'on est obligé de prendre pour corriger une situation. C'est comme si on me demandait, est-ce que c'est normal que tous ces gens, plein de gens se retrouvent, par exemple, dans une salle d'urgence à l'hôpital? Non, les gens ne devraient pas aller à l'urgence, sauf des situations exceptionnelles, un accident de voiture, une crise cardiaque grave. Tout le monde devrait être vacciné, être en santé, faire du sport, avoir des check-ups médicaux, ainsi de suite. Toutes sortes de mesures de prévention beaucoup moins dispendieuses. Quand les gens sont rendus à aller à l'urgence ou, dans le cas du logement, à se rendre dans un refuge, ça coûte très cher. C'est des gens qui sont en situation de grande crise. Il y a souvent un mélange de toutes sortes de choses, de toxicomanie, de problèmes de santé mentale qui sont induits par la pauvreté. Parce qu'avec un montant d'argent semblable, on pourrait prévenir aussi en construisant des logements. Absolument. À moyen et long terme, il n'y a pas de mesure plus économique que de construire et de fournir des logements à un prix raisonnable, au prix où les gens sont capables de payer pour les habiter. Avec un minimum de support et de soutien, ça revient par nuit, par personne, c'est incomparable. Pour quelques centaines de dollars par mois, on est capable de fournir des logements comme ça de qualité de manière permanente, alors que là, on va payer quelques centaines de dollars par jour pour une solution qui, elle, est finie le lendemain matin, littéralement. Alors, évidemment, les gens qui sont dans la rue, là, disent, bien, moi, j'ai besoin d'une place pour dormir cette nuit. J'ai pas le temps d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans que la maison soit construite. On comprend ça, donc il faut les aider. Mais il ne faut pas blâmer les gens qui sont pauvres là-dedans. Ceux qui doivent être blâmés, c'est ceux qui ont pris des mauvaises décisions politiques pendant les 25 dernières années. Stéphane Corriveau, président de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. Oui, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir.